Les carottes ne seront jamais cuites à Sud Radio, tout simplement parce qu'ici, on parle librement. Vrai, sûrement, mais au-delà de ça, toutes les opinions peuvent s'exprimer, y compris celles qui choquent, celles qui dérangent et celles qui vont à rebours du politiquement correct. Je reçois Alexandre Langlois. Bonjour Alexandre Langlois. Bonjour. Vous êtes secrétaire général du syndicat Vigie. Vous êtes policier aux renseignements territoriaux, ce qui a remplacé les fameux RG. Et juste avant de prendre l'antenne, vous m'avez dit quelque chose et je pense que c'est très important que les auditeurs, que tout le monde écoute ça. Vous avez dit, mais vous savez, les Gilets jaunes, le mouvement a surpris tout le monde. Mais si on avait eu encore les RG, ça aurait peut-être moins surpris. Expliquez-vous. C'est très simple. Nous, on milite depuis très longtemps pour la recréation des RG, depuis qu'ils ont été détruits par M. Sarkozy en 2008, et depuis, personne n'a rien fait pour les remettre en place, parce que les RG étaient intégrés étaient dans toute la société civile. Ils avaient des contacts dans les entreprises, dans les syndicats, dans les associations culturelles, associations sportives, et ce qui fait qu'en connaissant tous les gens un maillage territorial humain, c'est-à-dire les vrais gens, pas sur des gadgets technologiques sur lesquels a travaillé la DST ou à l'heure actuelle la DGSI, on aurait été informé de ce qui se passe, parce que les Gilets jaunes ne sont pas sortis de nulle part. Ils vivaient pas dans une grotte au milieu d'une forêt. Oui, c'est pas la planète Mars, ils sont descendus. Qui a débarqué. Donc ces gens-là, on aurait pu les connaître avant du temps des RG, parce que nous avions un budget propre, nous avions les moyens d'aller les rencontrer, de leur payer un café, peut-être un restaurant, d'avoir des voitures en nombre suffisant, juste même pour se déplacer, tout simplement. Et donc ces gens-là, on aurait eu un contact de confiance. Le renseignement, c'est de la confiance, en fait, voir ce qu'on peut apporter à ces personnes sur de la prévention, etc. Donc sur le mouvement des Gilets jaunes, ces gens-là, on les aura rencontrés ailleurs que sur le mouvement des Gilets jaunes en amont. Ils nous auraient dit, tiens, on va faire quelque chose dans le cadre des Gilets jaunes. Et nous, par exemple, sur tel endroit, à tel rond-point, on voudrait bien voir des gendarmes ou des policiers parce qu'on voudrait sécuriser la circulation, ce qui aurait peut-être pu éviter certains accidents de la route. Il faut se rappeler que les Gilets jaunes, en aucun cas, n'étaient contre les forces de l'ordre, pas du tout. Enfin, non, et la plupart des forces de l'ordre avaient appelé à soutenir les Gilets jaunes du coup, le pouvoir d'achat. Donc, en fait, il y avait une convergence des intérêts des deux côtés, donc il n'y avait pas de souci de ce côté-là. D'autres endroits, ils auraient pu nous dire, nous, par exemple, ça va nous énerver à tel endroit de voir des policiers et des gendarmes, donc on aurait pu avertir le préfet en disant, dans tel endroit, mettez nos collègues en réserve pour qu'ils puissent intervenir au cas où, mais n'aurait pas créé des tensions. Donc tout ça aurait pu être créé en amont. Et ça aurait fait de la prévention. Et même chose très importante, c'est qu'à l'heure actuelle, on déploie 90 000 policiers, parce qu'on ne sait pas où les gens vont aller. On mettrait moins de policiers, mais aux bons endroits. Et en fait, là, on est obligé de répondre à l'aveugle, ce qui épuise tout le monde, et ce qui est en plus au niveau sécurité, quasiment niveau zéro. Et puis créer peut-être les désordres et les violences que l'on connaît. Justement, c'est quand même intéressant que dans renseignement, on a oublié un tout petit peu la manière de faire du renseignement. Alexandre Langlois, quand même, alors, ça fait 2 mois et demi, on sait que le mouvement est là, et puis il y a eu quelque chose qui s'est passé depuis quelque temps et que, évidemment, tout le monde déplore, ça s'appelle les violences. Alors, les violences, il y a eu des deux côtés. Mais cette histoire, quand même, expliquez-nous comment, alors, il y a cette extraordinaire polémique, évidemment, sur les flashballs, le LBD 40, ces armes de précision, ces gens, quand même, touchés à la tête, quelquefois éborgnés, ces mains cassées, etc. C'est-à-dire qu'on a l'impression, encore une fois, qu'il y a un niveau de violence. Est-ce que c'est la technologie, etc. La technologie, c'est bien, mais la technologie, il y a des gens qui l'utilisent, et il y a des ordres pour les utiliser. Est-ce qu'à votre avis, je parle aux policiers, je parle aux syndiqués, à votre avis, ce niveau de violence, il est né de qui, comment, pourquoi ? Le niveau de violence, il est né il y a plusieurs facteurs de pourquoi il est né. Déjà, l'imprévision. Si les renseignements avaient pu regarder, on aurait déjà eu les groupes violents qu'on aurait pu identifier en amont, les isoler, et les pillards, les gens extrême gauche, tout ce qu'on veut, extrême droite qui viennent, parce que faut savoir que ce mouvement-là a quand même quelque chose de particulier, c'est que tous les groupes qui venaient dans les manifestations ces 20 dernières années, mais ils venaient jamais ensemble, chacun choisissait sa manifestation, arrivent à se retrouver sur le mouvement des Gilets jaunes. C'est-à-dire que c'est quand même catastrophique. Ces gens-là, en fait, on aurait pu intervenir en amont. En tout cas, les isoler. Et que la deuxième raison, c'est qu'en France, on a une doctrine du maintien de l'ordre qui est une doctrine gestion de la foule. C'est-à-dire qu'on dit, la foule, faut la disperser, mais la foule, il y a des gens qui n'ont rien fait dedans, il y a des gens qui vont se balader, il y a des gens... Donc en fait, cette vision aveugle, forcément, engendre des dommages collatéraux. Vous voulez dire qu'on renvoie dos à dos des gens qui viennent, des retraités, des hommes et des femmes qui viennent pour protester par rapport à leur niveau de vie, le pouvoir, d'achat, etc. Et sans les mélanger, mais... on les traite un peu de la même façon, c'est-à-dire c'est qu'on va les traiter de la même façon dans le sens où, par exemple, s'il y a un jet de pavé, un pavé qui part ou un projectile qui part sur nos collègues, il n'y aura pas à se chercher qui c'est qui l'a fait, on va dire on balancer une grenade, ça va disperser tout le mouvement et on aura forcément celui qui l'a fait. Le problème, c'est qu'avec cette doctrine d'emploi, on aura aussi forcément des gens qui n'ont rien fait. Donc ça pose un problème, et cette tension
ça fait une escalade des violences, parce que les gens se disent, bah, attendez, moi j'ai rien fait, je suis pris un coup de LBD, de tout ce qu'on veut, de grenades de désencerclement, mais j'ai rien fait. Et effectivement, les gens n'ont rien fait. Normalement, le rôle de la police sur un maintien de l'ordre, c'est d'assurer la sécurité des manifestants, pas du tout de leur tirer dessus, parce que le droit à manifester, il est dans la Constitution. Donc il y a ce problème-là. Après, il y a les ordres qu'on reçoit également de la salle de commandement de nos directeurs, donc préfets qui sont, je le rappelle, les préfets dans tous les départements qui ont la mainmise sur le dispositif et qui sont les représentants du gouvernement dans les départements. Le préfet, il peut sauter du jour au lendemain sur ordre du gouvernement. Alors qu'est-ce qui s'est passé là-dessus ? Est-ce qu'il y a eu, à votre avis, ou dérapage, ou quelquefois dérapage, on ne va pas généraliser. Qu'est-ce qu'il y a eu depuis ces 2 mois, depuis cette agitation Gilets jaunes ? On va prendre un exemple sur la manifestation du 1er ou du 8 décembre. Il y a des Gilets jaunes. Donc on avait des collègues, nous à la fois, du côté des Gilets jaunes qui venaient manifester sur leur temps libre, et des collègues qui étaient en maintien de l'ordre CRS. Donc Vous aviez des collègues Gilets jaunes ? Gilets jaunes, mais oui, comme le mouvement est apolitique, on leur dit vous mettez le mouvement et vous venez pas de dire que vous êtes policier ou syndicaliste ou quoi que ce soit. D'accord. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils sont allés voir les collègues qui étaient en maintien de l'ordre en disant comment on sort de la place de l'Étoile à Paris. On leur a dit, attends, il y a une autre rue, nous on a l'ordre de bloquer celle-là, mais il y a forcément une rue pour sortir. Résultat des courses, ils ont fait le tour de la place, et il n'y avait pas de rue pour sortir. Tous nos collègues sur le terrain, de bonne foi, pensaient qu'on pouvait sortir, que c'était incompréhensible par rapport à ce qu'ils ont appris. En fait, toutes les routes avaient été bloquées, toutes les rues étaient bloquées. Les seuls qui savent ça, c'est ceux qui placent les gens dans la salle de commandement. Donc on n'est que sur des exemples comme ça. Quand on nous dit, l'autre jour, par exemple, il y avait des HKG 36 qui avaient été déployés dans la rue, la réponse du DCCRS, c'est les fusils d'assaut qui équipent les bacs notamment, etc. Il y avait 2 collègues CRS en général qui étaient équipés de ça. La manifestation au mois de janvier, la réponse du DCCRS, ça a été, c'est pour pas qu'on se les fasse voler dans les voitures comme sur une autre manifestation. Mais on aurait pu également recevoir l'ordre de ne pas les emmener tout simplement sur le déplacement, les laisser à la caserne. Donc il y a des choses intermédiaires qui peuvent être faites. Sur les tirs de LBD, les LBD, il y a un vrai problème. Parce que c'est des armes de précision, il y a des caméras, on le voit, il y a eu toute une polémique là-dessus. Mais non, juste un mot, Alexandre Langlois. On disait, c'est pas possible, même quelqu'un qui est une brêle ne peut pas, quand il dit non, on n'a pas visé la tête, on a visé ailleurs, ça paraît difficile à croire. Alors, c'est difficile. Non, c'est pas difficile malheureusement. Et la formation va le prouver tout simplement. C'est que sur le terrain, les unités qui ont le plus de débordements à l'heure actuelle, mis en cause, sont les unités de la BAC, les unités civiles. Brigade anticriminalité et la BRI et d'autres collègues, des fois tout simplement de commissariat, parce qu'il n'y a vraiment plus personne à mettre sur le terrain. Nos collègues, pour ceux qui ont un LBD, ont une formation de 3 tirs, un tir tous les 5 ans. Tous les 3 ans de 3 balles. Donc tous les 3 ans, 5 balles de tirées. Sur les 5 balles de tirées... Attendez, non, je vous crois pas là. Vous dites qu'ils ont une formation une fois tous les 3 ans ? De 5 balles, avec un petit cours théorique d'avant. Donc ça leur prend la journée, voilà. Et sur les 5 balles, il faut qu'il y en ait 3 qui touchent la cible dans le torse. Donc voilà. Donc on parle d'un endroit où on est au cadre, au calme, dans un endroit très théorique et tout se passe bien. Bien sûr. Ensuite sur le terrain, ça se passe pas du tout de la même façon. Donc nos collègues, par exemple, de toutes les unités que je viens de citer, n'ont pas de formation au maintien de l'ordre. Donc elles ont une formation très légère au LBD. Mais pourquoi on les envoie alors dans les manifs ? Mais on les envoie parce qu'il n'y a plus personne. Ce que je disais tout à l'heure, les renseignements n'ayant pas pu faire leur travail, on se déploie partout. Mais les compagnies de CRS ont été démantelées par Monsieur Sarkozy et les gouvernements suivants n'ont pas renforcé. Donc on n'a plus d'unité de maintien de l'ordre. On disait vous êtes un coup, vous servez à rien. Mais le problème, c'est que quand il y a un événement, il n'y a plus personne. Et le temps de former des unités, c'est très long. Ouais, bien sûr. Donc on a des spécialistes, mais après, on ne veut pas les payer, on ne veut pas les entraîner. Donc c'est compliqué. Donc ces unités-là, c'est celles qui ont le plus gros taux, malheureusement, de procédures en cours. Ensuite, les CRS sont un petit peu mis en cause, qui sont très très bien formés au maintien de l'ordre, mais au LBD, ils ont la même formation. Et enfin, les unités de gendarmes mobiles sont très bien formés au maintien de l'ordre et au LBD. Parce qu'au LBD, c'est pas un tir de temps en temps, ils sont mis en situation de manifestation avec donc des tirs fumés et pas une fois tous les 3 ans. Voilà, et dans des mises en situation réelle, le plus possible. Et du coup, le résultat des courses, les gendarmes ne sont quasiment pas mis en cause. Donc il y a un problème de formation. Parce que quand on nous dit la précision, oui, mais quand on est sur une manifestation, on tire au jugé, des fois on retourne rapidement, il y a du vent, il y a plein de choses. Et notre collègue qui est en CRS, qui est dans l'équipe nationale de tir police, il dit moi à chaque fois que je vais aller à l'entraînement tous les 3 ans pour le LBD, la première balle que je tire, même si je vise le torse, ça va en pleine tête. Et il me dit, moi, je suis à l'entraînement dans un endroit très tranquille. Maintenant, avec le stress sur le terrain, la formation, etc., c'est une catastrophe. Et c'est pour ça qu'on incite les gens à dire, si vous êtes blessé par un tir de LBD et que vous n'avez rien fait, parce qu'il y a aussi des gens qui sont malheureusement blessés, mais qui étaient en train de commettre un crime ou un délit. Donc, à ce moment-là, il ne faut pas venir pleurer. Et on leur dit, n'oubliez pas de porter plainte contre notre hiérarchie, pour le manque de formation, pour la doctrine de maintien de l'ordre, parce que sinon, on va sacrifier des pions. On aura de nouveaux collègues de chez nous qui vont être ennuyés par notre administration, qui vont être peut-être même des fois jusqu'à révocation. Il y aura des nouveaux manifestants blessés ou mutilés. Mais malheureusement, le metteur en scène qui est derrière, lui, ne sera jamais inquiété. Il renouvelera la scène tous les week-ends. Et c'est ce qui se passe depuis 2 mois. Mais alors,
Alexandre Langlois, c'est ce qui se passe depuis 2 mois. Et en fait, mais que fait la hiérarchie à ce moment-là? Parce que ce que vous dites, effectivement, ce sont les préfets obéissent au gouvernement, au ministre de l'Intérieur, etc. Bon, très bien. Mais la hiérarchie policière, il y a une hiérarchie policière, je parle des hauts cadres de la police. Ils doivent avoir discussion avec les politiques, alors en disant, attendez, il y a un problème ou pas, ou vous ne le savez pas peut-être, mais est-ce qu'il y a en tout cas une discussion, quelquefois peut-être violente, quelquefois entre les princes qui vous gouvernent, vous policiers, enfin je parle de la haute hiérarchie policière, et les politiques et le gouvernement qui décident? Alors, le problème, c'est que la haute hiérarchie policière est aux ordres du politique. Nous avons un directeur général de la police nationale, par exemple, monsieur Morvan, qui est devenu policier quand il est devenu directeur général de la police nationale. C'est aussi un problème, il a été nommé sur décision politique. Vous voulez dire, il n'a jamais été policier Jamais avant. Policier, ni touché à la police nationale. Donc, écoutez, moi je suis le Huron, donc on peut nommer directeur général de la police nationale quelqu'un qui n'a jamais été policier. C'est ça, c'est ce qu'on dit en rigolant, c'est qu'il a moins d'expérience, maintenant un tout petit peu plus d'expérience qu'un gardien de la paix stagiaire, et encore, il n'a pas travaillé dans les quartiers les plus difficiles avec ce qu'on peut vivre au quotidien. Et c'est la différence notamment aussi avec la gendarmerie, c'est que effectivement le directeur général de la gendarmerie est choisi politiquement par le gouvernement, mais ils choisissent un général. Ils choisissent pas quelqu'un qui vient de nulle part. Oui. Et donc on est dirigé par quelqu'un qui vient de nulle part et en plus qui est fier de ne pas avoir le statut de policier. Et donc on privilégie pas du tout les gens qui ont l'expérience du terrain. Bah la preuve, on a un directeur général qui n'est pas du tout policier pour le coup. Et après sur la hiérarchie un peu plus haute, nos directeurs, etc. Bah, par exemple sur Paris, celui qui gère l'ordre public, c'est Monsieur Gibelin, bon, qui a un souci de santé, donc on va pas tirer sur l'ambulance. Mais par exemple, c'est cette même personne qui s'est parjurée devant les assemblées parlementaires et les commissions d'enquête cet été et qui a été récompensée d'une médaille en étant nommé officier dans lors de l'affaire Benalla. Voilà, lors de l'affaire Benalla et qui a été récompensé en novembre de l'ordre des officiers de l'ordre national du mérite. Et il a été comparé à un poilu par le préfet de police et un héros. Donc je veux dire, à partir de ce niveau où en fait les politiques font la pluie et le beau temps pour notre haute hiérarchie, c'est-à-dire qu'en fait c'est eux qui nomment les contrôleurs, les généraux, les directeurs, mais ils ont envie de plaire pour avoir le poste parce que c'est bien rémunéré aussi. Oui, c'est mais de haut en bas et surtout en haut, on voit un peu ce qui se passe. Et dites-moi, là, vous avez tweeté Vigie, votre syndicat, vous-même, Alexandre, suite à un reportage de Didier Maisto sur Sud Radio. Vous avez dit, pour être exact, les policiers de terrain reçoivent des ordres de la salle de commandement, donc directeur, préfet, ministre de l'Intérieur, pour que sur le terrain, des tensions soient créées. Les responsables de la situation sont les seuls à être bien au chaud. Ce que je veux dire, on a beaucoup parlé, et pas depuis 2 mois, de provocation policière. Depuis 68, on en parlait. Est-ce que vraiment, il y a une stratégie de la tension, même si elle est limitée? On dit, allez, faites un peu de... Et passez-moi l'expression, faites un peu de bordel ou pas. Alors, il y a 2 choses. Il y a ceux qui reçoivent des ordres légalement. La doctrine d'emploi, de façon générale, fait une augmentation des violences, vu qu'on n'est pas là sur une gestion de la foule, donc il y a des dommages collatéraux. Donc déjà, de base, la doctrine d'emploi est mauvaise. Et en plus, c'est un de nos collègues, un homologue d'un syndicat France Police qui l'a dit dans un autre média, parce que nous avons lu les échos, mais nous n'avons pas la preuve. Donc du coup, lui, a priori, les a. Il a dit, on a des ordres de la salle de commandement de tirer à tir tendu et d'aller nettoyer... C'est policiers en colère qu'il a dit, je crois. Voilà, France Police, policiers en colère. Voilà. Et du coup, nous, les échos qu'on avait, c'est ça, mais lui, a priori, comme il l'a déclaré publiquement, c'est qu'il a les éléments. Donc, en fait, tout se corrobore sur cette situation. Et on voit bien, des fois, le 2 poids 2 mesures. C'est que, par exemple, monsieur Andrieux, que tout le monde a vu, le commandant à Toulon, qui est allé charger des manifestants, on a dit qu'il a été tabassé, mais c'est-à-dire qu'en fait, il l'a même mis en danger au début de la première vidéo. On dit, il a été attaqué par les manifestants et molesté, mais en fait, il allait s'occuper de faire un maintien de l'ordre à 7. En fait, à ce moment-là, on se replie. Mais Alexandre Langlois, 2 choses, vous n'y étiez pas, mais quand même, récemment, dans la dernière manifestation, on dit que, vous savez, à la fin, quand on est arrivé, il y avait des black blocs. D'ailleurs, Didier Maisto, PDG de Sud Radio, l'a raconté aussi. Et que, en fait, les black blocs sont passés, c'était 25-30, et que les CRS n'ont pas intervenu. Et puis surtout, je voudrais vous parler, et vous avez dit, de la fameuse, l'invasion de les tags à l'Arc de Triomphe, où effectivement c'est extrêmement facile de protéger l'Arc de Triomphe. Il y a 2 portes qu'on peut fermer, et apparemment elles n'étaient pas fermées, ou en tout cas les gens sont rentrés, ont tagué, etc. Et à votre avis, alors, certains ont dit oui, on a laissé faire. Ça vous paraît plausible ? Alors pour les black blocs, quand nos collègues CRS, ils les voient passer, ça les énerve régulièrement de voir des criminels, des délinquants, on va pas chercher si c'est un black bloc ou ce qu'on veut, mais des gens qui viennent dans la manifestation pour autre chose que manifester pacifiquement, ils n'ont pas l'ordre d'intervenir. Et sur un maintien de l'ordre, les policiers en uniforme n'ont pas le droit d'intervenir d'initiative. Donc ils doivent les laisser passer, sachant que ces gars-là vont leur cracher dessus après, leur balancer des projectiles. Alors que s'ils avaient l'ordre d'intervenir tout de suite, eux, ils seraient protégés et la manifestation serait protégée. Pour l'Arc de Triomphe, c'est juste de l'incompétence de notre haute hiérarchie. Parce qu'avant chaque manifestation,
Tout est prévu en amont pour regarder qu'est-ce qu'on ferme, qu'est-ce qu'on enlève. Et le jour où l'Arc de Triomphe, en plus, a été saccagé, il y avait la mairie de Paris qui avait laissé des pavés, des barricades. Je veux dire, d'habitude, tout ça est nettoyé. Donc, si on met tout à disposition, normalement, c'est prévu en amont. Et ça, c'est les directeurs qui le prévoient. Et sur l'Arc de Triomphe, en plus, je tiens à raconter une anecdote pour montrer comment on est dirigé par des gens qui ne sont pas forcément très compétents. C'est qu'à un moment, on a vu nos collègues d'une compagnie d'intervention parisienne être pris à partie et s'extraire très violemment de l'Arc de Triomphe parce qu'ils étaient complètement submergés. La scène d'avant, c'est qu'ils étaient épaulés par une compagnie de CRS, enfin un groupement de CRS. Les CRS ont reçu l'ordre de partir, mais pas eux. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a même pas eu de coordination et on en arrive à des situations dramatiques. CQFD. Allez, restez bien sur Sud Radio, les amis. Berkoff est dans tous ses états. Aujourd'hui, on est ensemble jusqu'à 13h. Émission exceptionnelle. On parle du pourquoi, du comment, de ces tensions récurrentes entre la police et les Gilets jaunes. Chaque samedi, depuis près de 2 mois, on est avec l'invité d'André Berkoff, Alexandre Langlois, secrétaire général du syndicat policier Vigie. On se retrouve dans quelques instants. Vous nous appelez au 0826 300 300 si vous-même vous avez été choqué par les images des manifestations. Si vous-même vous avez participé d'ailleurs à des manifestations lors de ce mouvement des Gilets jaunes. On se retrouve tout de suite sur Sud Radio. Ce fait qu'il y a quelque chose qui frappe tout le monde, c'est que ce qui se passe depuis 2 mois et demi n'a plus rien à voir avec ce qui s'est passé dans la banlieue. C'est-à-dire dans ce qu'on appelle les cités, les banlieues, pour aller vite. Et on a l'impression que le traitement est très différent. C'est-à-dire que c'est en banlieue qu'il y a eu encore les policiers de la BAC caillassés qui ont été obligés de partir extrêmement vite. Ils étaient en train d'arrêter un dealer. Ne parlons pas des policiers de Viry-Châtillon qui ont failli être brûlés dans leur voiture. Ne parlons pas d'un certain nombre d'affaires de Théo Adama où on disait voilà, ces salauds de policiers, police assassin, tout le monde et la police. Et là, c'est autre chose. Là, il n'y a plus, il n'y a plus rien là-dessus. Comment quel est votre sentiment par rapport à ça? Le sentiment, c'est de toute façon, la police, il faut la réformer de fond en comble, parce que ça ne va pas, notamment dans les quartiers les plus populaires. C'est comme dans toute la fonction publique, on envoie les plus jeunes fonctionnaires. Et dans ces quartiers-là, il y aurait besoin de gens qui ont de l'expérience de la vie, c'est-à-dire qu'on ne réagit pas de la même façon à 20, 30, 40 ans, 50 ans. Et du coup, c'est pas ces fonctionnaires-là qui restent. Dès qu'ils ont mangé quelques années là-bas, ils n'ont qu'une envie, c'est de partir. Une fois de plus, après, donc le manque de moyens, le manque d'effectifs qui fait qu'on arrive à des situations compliquées et que quand on a des collègues, par exemple, de la BAC qui sont pris à partie, s'ils attendent des renforts, ils en ont pour 1 heure, quoi. Donc, ils n'ont qu'une seule solution, c'est de partir. Et c'est inadmissible. Comment on veut faire respecter la loi si, dès qu'on a quelque chose, on doit partir parce qu'à 3 contre une centaine de personnes... Surtout que là-bas, c'est pas des gilets jaunes désarmés, c'est des gens qui ont ce qu'il faut. Il y a des gens qui peuvent ce qu'il faut, mais même sans avoir forcément ce qu'il faut. 100 contre 3, on va pas tirer dans le tas parce que ça ne servira à rien. Donc, à partir de là, et puis la deuxième chose aussi, c'est qu'à l'heure actuelle, nos collègues des BAC et tout ça sont mobilisés sur d'autres missions que la sécurisation des quartiers, sur le trafic par exemple. Ils sont mobilisés sur les manifestations Gilets jaunes. Et à force de détourner tout le monde de ces missions, finalement, c'est peut-être pas que ça n'existe plus, c'est qu'il n'y a plus de policiers déployés dans ces endroits-là. 0826 300 300, vous êtes nombreux à nous appeler. Tout de suite, on retrouve Jean-Noël qui nous appelle de Villeneuve-Loubet. Oui, bonjour Jean-Noël. Bonjour Monsieur Berkoff, et tout le bien que je pense de vous, vos émissions, continuez à grande échelle et que dans toute la France et Navarre on vous entend, c'est très important. Continuez, ne lâchez rien surtout, ne lâchez rien. On essaye. Comptez sur nous, merci. Allez, il faut y aller. Dites-moi, Monsieur Berkoff et votre interlocuteur, tout à fait, il y a 2 poids 2 mesures, parce que moi, la police, je la vois bien intervenir sur nos gilets jaunes désarmés, sur des mamies, ou sur des jeunes pour les éborgner, jeunes et moins jeunes. Par contre, il y a 2 poids 2 mesures. Monsieur Castaner et les autres aussi, les anciens ministres de l'Intérieur, dans les banlieues, vous avez tout à fait raison, quand ils y vont, ils repartent en tutu, les policiers, parce qu'ils ont peut-être ordre de ne rien faire, de ne pas tirer, de ne pas faire régner la justice et la loi. Par contre, le samedi matin ou le samedi après-midi, plutôt en fin de journée, sur nos gilets jaunes qui sont désarmés, et je dis pas que les casseurs, attention, faut pas tout mélanger, hein. Là-dessus, ils y vont gaiement et ils y vont gaiement. Là, le problème, vous avez tout à fait raison, le mal, il est là. Il va falloir se réveiller et dire les choses, les vraies choses et la vérité aux Français avant qu'il y ait de gros problèmes en France, parce qu'il y en aura tôt ou tard. Ouais. Merci Jean-Noël. Je voulais vous dire. Merci à vous. Alexandre Langlois, alors. Le problème à chaque fois, c'est que la police, en fait, on doit normalement réprimer tout ce qui est infraction au code pénal. Voilà. Et à l'heure actuelle, on est géré par des priorités. Si on dit que priorité, ce sera gilet jaune, priorité, ce sera le vol, priorité, ce sera... Il y a toujours une priorité. Et en fait, non.
Notre rôle, c'est de faire, il n'y a pas de priorité, c'est d'assurer la sécurité dans son ensemble. Et pour ça, ça demande des budgets, ça demande une volonté politique. Et d'arrêter de nous dire des priorités, de dire, voilà, tous les Français, où qu'ils soient sur le territoire, qu'ils soient en manifestation, qu'ils vivent en banlieue, qu'ils vivent en centre-ville, qu'ils soient touristes, doivent pouvoir vivre en sécurité. Et pour ça, il faut qu'on ait les moyens de le faire. Nos collègues, c'est pas qu'ils veulent pas le faire, c'est pas qu'ils n'ont pas les ordres de faire, c'est qu'ils n'ont pas les moyens, et c'est qu'au bout d'un moment, ils vont pas se faire tuer pour rien. Alors justement, se faire tuer pour rien, mais se tuer pour rien, pour rien, se tuer pour quelque chose. Je voudrais qu'on parle, Alexandre Langlois, de ce malaise dans la police. Je viens de lire, d'ailleurs, c'est ce fameux Morvan dont vous parliez, 11 suicides de policiers depuis le début janvier. Et l'année dernière, c'était pas mal non plus. Qu'est-ce qui se passe ? 11 suicides de policiers qui sont se suiter avec leurs armes. On a vu ça chez des policiers en colère aussi, la jeune femme. Qu'est-ce qui se passe ? Enfin, comment on peut en arriver là ? C'est tout un enchaînement de choses qui font qu'on arrive là. Déjà, juste une chose qui est dramatique chez nous, c'est qu'un policier qui rentre aujourd'hui a 10 fois plus de chances de mourir de sa propre main que par un délinquant ou un criminel, ce qui pose quand même un sérieux problème. Et encore, depuis le début de l'année, nous avons heureusement 0 mort à déplorer chez nous sur le terrain, mais par contre 11 de leur propre main. La deuxième chose, on se suicide depuis le début de l'année. Après, l'institution est assez opaque sur ça. À chaque fois, ils nous disent c'est des problèmes personnels, donc on va surtout pas regarder. Monsieur Morvan avait mis un plan anti-suicide, mais surtout, il fallait pas trouver de responsables. Donc moi je dis, on cherche pas de responsable. Monsieur Morvan a 61 suicides depuis qu'il est directeur général de la police nationale. Chez France Télécom il n'en est ou pas Renault, la cause quand même. Mais il a rien fait. Chez France Télécom ou Renault, quand il y a eu des suicides, c'est pas France Télécom ou Renault qui a enquêté sur lui-même. Et il y a eu des changements au niveau de la direction et du management. Chez nous, c'est on met tout sous le tapis et on en passe à autre chose. Et il y a plusieurs raisons. Raison 1, c'est des cycles de travail pathogènes. C'est-à-dire qu'avec un week-end sur 6 en moyenne, on n'a pas de vie sociale, pas de vie familiale. Donc après, ça engendre des divorces, ça engendre des gens qui sont dans la dépression, dans l'alcool, dans tout ce qu'on veut, parce que ils sont coupés. Dans un métier, on a besoin de souffler, de voir autre chose que ce qu'on peut voir au quotidien, encore plus que dans d'autres métiers. Et c'est impossible. Et après, quand nos collègues passent en suicide, en burn-out, tout ça, malheureusement, l'administration dit « Ah, mais regardez, ils divorçaient, c'est des problèmes de couple ». Mais pourquoi il y a un problème de couple ? Parce que ses horaires étaient impossibles à tenir, parce qu'il faisait des heures supplémentaires, 1300 ans d'heures supplémentaires accumulées non payées. Je veux dire, où voit-on ça 1300 heures en 1300 ans. Oui, parce que sinon, quand on parle en millions d'heures, en fait, des joueurs, ça fait 25 millions, ça fait pas grand-chose. 1300 ans. Mais ça fait 1300 ans qu'on convertit en années. Pour l'ensemble de la police, quoi. Voilà. Ouais. Donc ça, c'est quand on convertit, c'est-à-dire que voilà, ça ferait beaucoup. Ensuite, il y a les ordres aussi qu'on reçoit, qui sont des fois contraires à nos valeurs. C'est-à-dire qu'on doit exécuter des ordres, mais on a peur de la discipline qui est derrière. Une psychologue l'a mise noir sur blanc, qui s'appelle Nadège Guidou, Malaise dans la police, qui explique les ordres qu'on peut recevoir, qui sont pas du tout cohérents, qui nous mettent mal à l'aise. On doit remplir des camemberts statistiques pour faire plaisir, mais qui n'ont rien à voir à protéger les gens. Faire du chiffre. Voilà, donc il y a tout ça qui rend à malaise. Ensuite, on nous envoie faire des choses des fois sur les gilets jaunes, par exemple. Il y a des collègues qui nous disent mais on n'en peut plus. C'est pas pour ça qu'on est rentré. Donc en fait, il y a un détournement du sens de nos missions. On brise nos vies familiales et personnelles. On nous harcèle disciplinairement. C'est-à-dire que même moi, par exemple, on avait dénoncé des dysfonctionnements internes très graves. Finalement, c'est moi qui passe en conseil de discipline pour manque de doyauté envers ma hiérarchie. Oui, le 14 février. Le 20 février. Ils ont changé la date parce qu'on s'organisait trop rapidement. Donc ils ont dit on va décaler parce que pourquoi ? Parce qu'on a le droit de le faire. Donc on fait comme on veut. Donc voilà. Donc à partir de là, en fait, il y a nos collègues qui ont peur de la discipline. Et maintenant, ils sont arrivés à un dernier point, c'est que même quand la discipline ne marche pas, ils servent de la médecine statutaire. Ils arrivent à révoquer des collègues pour raison médicale parce qu'ils ne veulent pas faire l'effort parce qu'ils sont en dépression ou harcelés, plutôt que de les changer de service comme préconisé par leur médecin. On dit non, on va attendre de pourrir la situation et on va vous mettre dehors. Et en fait, d'un trait de plume, ils peuvent rayer et briser des vies. Et après, si pour 1% des collègues qui osent aller au tribunal administratif, ils gagnent. Mais ça leur met plusieurs années. Et cyniquement, il y a quelques années, dans un couloir du ministère, on nous avait dit on va continuer comme ça. Parce que de toute façon, pour qu'on soit perdant économiquement, il faudrait qu'on soit condamné à 100 fois ce qu'on ait fait. Tant que c'est pas le cas, on continuera de jouer comme ça. Alexandre Langlois, tout ce que vous dites, écoutez, c'est vraiment, en tout cas, je dirais, vous êtes témoin à charge, mais un bon témoin à charge. Et je crois qu'effectivement, il y a une révolution à faire dans la police, comme il y a peut-être une révolution à faire ailleurs. Mais merci d'être venu, en tout cas, pour inventorier les mots et de mettre des mots MOTS sur vos mots MAUX. Merci. Et d'ailleurs,